Je m'appelle Carly. J'ai 38 ans et je suis commandant dans le corps des marines des États-Unis. Aujourd'hui, j'étais sous la pluie crachotante et grise de l'Ohio pour enterrer mon père. Mais la chose la plus pourrie dans ce cimetière, ce n'était pas la mort. C'était ma propre chair, mon propre sang. Il y a 3 ans, ma sœur aînée m'a volé mon fiancé. Aujourd'hui, à quelques centimètres du cercueil de notre père, elle a passé son bras sous le sien, s'est penchée vers lui, et a affiché un sourire narquois. Pauvre chose. 38 ans et complètement seule. Personne ne veut d'une soldate rigide et desséchée comme toi. Leurs regards ont parcouru mon uniforme de haut en bas avec un dégoût absolu, me considérant comme un échec pathétique. Mais je n'ai pas pleuré. Je leur ai juste offert un sourire glacial, un sourire de mort. Ah oui? Alors, avez-vous rencontré mon mari? J'ai levé la main. Un homme est sorti d'une Cadillac blindée noire et s'est dirigé vers nous. Son sourire a disparu. Ses mains, couvertes de bijoux tapas accent Graveleuil et Bon Marché, se sont mises à trembler. Avant de vous raconter exactement ce qui s'est passé, tapez le mot « pouvoir » dans les commentaires. Si vous croyez que la vengeance la plus brutale est une réussite éclatante, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et de vous abonner pour voir comment le karma a complètement anéanti cette traîtresse. Les murmures de mes proches rampaient sur les pierres tombales humides et affaissées comme des cafards. Je me tenais au garde à vous. Mes talons vernis s'enfonçaient profondément dans la boue épaisse et glaciale de l'Ohio, mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tressailli. Ma colonne vertébrale était une tige d'acier. Mes épaules étaient carrées sous le lourd tissu sombre de mon uniforme de cérémonie. Mes yeux étaient rivés sur les poignets en laiton du cercueil en chêne. J'étais là pour l'homme dans la boîte. Rien d'autre. Mais on ne peut pas ignorer un parasite quand il se tient juste à côté de vous. Vanessa est apparue dans ma vision périphérique. Elle portait une robe noire au décolleté si plongeant qu'elle aurait eu sa place dans une boîte de nuit sordide du centre-ville, mais certainement pas dans un cimetière. Elle n'a pas regardé la photo de notre père. Elle n'a pas incliné la tête. Au lieu de cela, ses yeux vifs et avides parcouraient la foule sous la tente en toile. Elle faisait l'inventaire. Elle calculait exactement combien de cousins fixaient sa poitrine et combien de nos tantes vieillissantes s'étouffaient devant la pierre à sa main gauche. Un zircon cubique de la taille d'un œuf de caille, se faisant passer pour un diamant. Son parfum, une vague synthétique et suffocante de gardénia bon marché, m'a frappé au visage, submergeant l'odeur naturelle de la terre humide et des aiguilles de pin. Sa simple présence souillait le dernier lambeau de dignité qu'il restait à mon père. Ce n'était pas un adieu solennel. C'était un défilé grotesque de la classe moyenne, un appel désespéré à l'attention. Le gravier a crissé bruyamment derrière nous, le son lourd et délibéré de pneus coûteux roulant dans l'allée du cimetière. Darren est sorti d'une Mercedes classe S noire. Les plaques d'immatriculation du concessionnaire étaient encore à l'arrière, signe évident d'une location pour le week-end, mais la foule de parents n'en savait rien. Il a ajusté sa cravate en soie, a redressé ses poignets et a relevé le menton. Il a marché vers la tente funéraire comme un riche politicien inspectant ses loyaux paysans. Il n'était pas là pour pleurer un mort. Il était là pour asseoir sa domination sur les vivants. Il s'est arrêté juste devant moi, ignorant complètement le cercueil. Son haleine sentait le café noir rassis, les pastilles à la menthe et une arrogance pure. « Bonjour, Carly, dit-il. » Sa voix dégoulinait d'une fausse pitié en plastique. C'était le ton d'un maître s'adressant à un chien errant. J'ai entendu dire que tu te caches toujours sur cette misérable base de la côte ouest. Juste toi et les trophions. Quel dommage. Il a fait une pause, laissant le silence s'installer pour que les tantes et les oncles qui se penchaient puissent entendre chaque mot. Tu sais, a-t-il continué, un petit sourire vicieux tirant le coin de sa bouche, si tu avais juste appris à être une vraie femme, si tu avais été un peu plus douce, un peu moins rigide, peut-être que tu mènerais la belle vie en ce moment, comme Vanessa. C'était une frappe chirurgicale, calculée, un coup psychologique destiné à me briser en public. Il avait besoin de prouver sa supériorité à la foule. Il avait besoin de valider sa trahison. Il avait besoin que tout le monde dans ce cimetière boueux sache que me tromper avec ma propre sœur n'était pas un péché. C'était le choix brillant et justifié d'un homme très prospère qui avait fait un meilleur échange. Autour de nous, le troupeau de vautours a changé de position. L'oncle Bob, vêtu d'un costume qui sentait la naphtaline et les cigares bon marché, a commencé à hocher lentement la tête. Le reste de la lignée a suivi. Ils m'ont jeté des regards de sympathie bon marché et pathétiques.
Pauvre Carly, a marmonné l'oncle Bob, assez fort pour que je l'entende. Tous ces grades, toutes ces médailles sur sa poitrine, et pas un seul homme prêt à la regarder 2 fois. Quel gâchis! Dans leur réalité tordue et superficielle, sa logique était sans faille. Un uniforme du corps des marines, gagné par le sang, les os brisés et un enfer absolu dans des déserts étrangers, ne signifiait absolument rien pour eux. L'honneur n'avait aucune valeur marchande ici. Mon service, mes sacrifices, n'avaient aucun poids face au logo argenté brillant collé sur le capot de la voiture allemande de location de Darren. Il mesurait la valeur d'une vie humaine en faux bijoux de Vanessa et en carte de crédit au maximum. J'ai serré les poings. Le tissu blanc et impeccable de mes gants de cérémonie s'est tendu dangereusement sur mes jointures. J'ai enfoncé mes ongles dans mes paumes, creusant de plus en plus profondément jusqu'à ce que la peau se déchire. J'ai senti la piqûre chaude et humide du sang s'accumulant contre le coton à l'intérieur du gant. La douleur vous ancre. La douleur garde le monstre en cage. Sur le terrain, dans le désert, je confiais ma vie aux hommes et aux femmes à ma gauche et à ma droite. Nous saignions les uns pour les autres sans poser de questions. Mais ici, dans l'endroit que j'étais censé appeler ma ville natale, les personnes même qui partageaient mon ADN me tordaient des couteaux rouillés dans le dos. Je n'ai pas versé une seule larme. Je n'ai pas perdu ma contenance. Un officier commandant n'expose jamais, au grand jamais, une blessure ouverte à l'ennemi. J'ai gardé ma respiration lente, rythmée et totalement invisible. J'ai regardé à travers Darren, le rendant absolument inexistant. Darren s'est moqué de mon silence. Mon refus de réagir l'a rendu furieux. Il m'a tourné le dos avec mépris et s'est dirigé vers le pupitre en bois qui tenait le registre des invités relié en cuir. Il a sorti de la poche de son gilet sur mesure un lourd stylo plaqué or aveuglant. Il voulait que tout le monde le voie. Il voulait qu'il voie la richesse dégoulinant de ses doigts. Il a saisi le corps du stylo. Il a fait un mouvement sec du poignet pour enlever le capuchon. Clic, le son métallique, sec et lourd, a tranché le silence humide et pesant du cimetière. Ce clic n'a pas seulement heurté mes tympans. Il a contourné ma discipline. Il a transpercé mon armure de Kevlar. Ce n'était pas le bruit d'un capuchon de stylo. C'était le son exact, indéniable, du métal lourd et d'un diamant s'écrasant violemment contre une table basse en verre trempé, dans une pièce suffocante, il y a 3 ans. La pluie crachotante et grise de l'Ohio s'est soudainement estompée. Le vent glacial a cessé de mordre ma nuque. En une fraction de seconde, la chaleur humide et écrasante d'une nuit d'été m'a frappé en pleine poitrine, me ramenant directement dans l'enfer le plus sombre de mon passé. Il y a 3 ans, j'avais 35 ans. Je venais de rentrer aux États-Unis après un déploiement exténuant de 6 mois au Moyen-Orient. Je me tenais devant les lourdes portes vitrées du cabinet d'architecture de Darren, en centre-ville. Je n'étais même pas retourné à la base pour prendre une douche. Mon uniforme de combat était raide de sueur séchée, sentant légèrement le gazole, le sable brûlé et l'air recyclé et vicié d'un avion de transport militaire. J'avais l'impression que mes Rangers pesaient 5 kilos chacune. Mon corps fonctionnait à l'adrénaline pure et à un décalage horaire brutal. Dans ma main gauche, je portais un sac en plastique de pad thai du restaurant de la 4e rue, son préféré. Dans un monde bâti sur des décisions de vie ou de mort, des risques calculés et une hypervigilance constante, je m'étais bêtement convaincu que Darren était mon havre de paix, mon ancre civile. L'innocence est l'angle mort le plus fatal qu'un soldat puisse avoir. Le couloir était complètement vide. Il était 9 h un vendredi soir. Mes semelles en caoutchouc ne faisaient aucun bruit sur la moquette. J'étais un fantôme se déplaçant dans un tunnel stérile et climatisé. À 10 pas de la porte de son bureau, je me suis arrêté. Mes sens, aiguisés par 6 mois dans une zone de combat, ont capté quelque chose de complètement déplacé. Ça a transpercé l'odeur de ma propre fatigue et de la sauce aux arachides épicés dans le sac. Gardenia, un parfum lourd, écœurant, agressivement sucré. C'était sans équivoque. C'était l'odeur exacte que Vanessa achetait au galon au comptoir des grands magasins. Je me suis figé. La lourde porte en chêne du bureau de Darren était entr'ouverte d'environ 5 cm. Les lumières à l'intérieur étaient tamisées. Et puis le son m'a frappé. C'était clair, sans équivoque. Le gloussement aigu et haletant de ma propre chair et de mon propre sang, mêlé à un grognement bas et lourd. Le grognement de Darren. Je n'ai pas fait irruption. Je suis resté là, parfaitement immobile, laissant la réalité de la situation se déverser sur moi comme un seau d'eau glacée.
Ne t'inquiète pas pour elle, a roucoulé Vanessa. Sa voix était étouffée, épaisse de luxure bon marché. Carly est sèche comme du papier de verre. Elle ne connaît rien à la passion. Elle ne fait que se déguiser en homme pour cacher à quel point elle est pathétique. Un vrai homme a besoin d'une femme, Darren. Pas d'une soldate. Ma main est devenue complètement engourdie. Il n'y a pas eu de soudaine montée de larmes, pas de hoquet dramatique, pas de cris. Mon cerveau a simplement contourné l'émotion humaine pour passer directement en mode survie, froid et clinique. Le genre dont on a besoin quand le convoi heurte un engin explosif. Mes doigts se sont relâchés. Boum. Le sac en plastique a glissé de ma main. Il a heurté le sol violemment. Le contenant en polystyrène s'est ouvert, renversant des nouilles chaudes et une sauce marron foncé sur la moquette beige. Le bruit n'était pas fort, mais dans ce couloir silencieux, on aurait dit la chute d'un obus de mortier. Les gloussements à l'intérieur du bureau ont cessé instantanément. J'ai poussé la lourde porte en chêne. Elle s'est ouverte en grand et a heurté le mur. La scène devant moi était un massacre psychologique. Ils étaient emmêlés sur son coûteux canapé en cuir noir. Darren était pâle, reculant, remontant désespérément son pantalon avec des mains tremblantes. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un lâche pris dans un piège de sa propre fabrication. Mais ce qui a complètement glacé le sang dans mes veines, ce n'était pas la trahison brute. Ce n'était pas de voir l'homme que j'allais épouser à moitié nu avec ma sœur aînée. C'était ce qu'elle portait. Vanessa se redressait, tirant un vêtement sur sa poitrine pour se couvrir. Elle m'a lancé un regard de triomphe pur et toxique. Un petit sourire malade jouait sur ses lèvres. Elle portait ma veste d'uniforme de camouflage désert, celle que j'avais laissée dans son placard avant mon déploiement. Celle avec l'aigle, le globe et l'encre sur la poche. Celle avec mon nom cousu directement sur la poitrine gauche. Spears. Cette veste représentait le sang. Elle représentait les nuits à grelotter dans une base avancée. Elle représentait des hommes et des femmes qui n'étaient pas rentrés chez eux. Et ma sœur la portait comme une pièce de lingerie bon marché, se moquant de toute mon existence. Ce n'était pas seulement de l'infidélité. C'était une profanation. Elle plantait un drapeau sur ma vie, revendiquant sa domination sur tout ce pourquoi je m'étais battu. Darren a finalement retrouvé sa voix. Elle s'est brisée. Carly, bébé. Attends, je peux tout expliquer. Il ressemblait à un enfant. Pathétique. Petit. Que fait un marine pris dans une embuscade imprévue? On ne panique pas. On ne négocie pas avec l'ennemi. On évalue la situation tactique et on exécute une retraite calculée. J'ai tendu ma main gauche. J'ai retiré la bague de fiançailles en diamant de mon doigt. Le métal me semblait sale contre ma peau. Je l'ai lancée. Elle a traversé la pièce et a heurté la lourde table basse en verre. Cling. Le claquement métallique, sec et dur, a résonné dans la pièce, aussi tranchant et final qu'une balle chambrée dans un fusil. Vous deux, tas d'ordures, vous vous méritez, ai-je dit. Ma voix était morte, plate, dépourvue de la moindre émotion qu'ils voulaient voir. Je ne leur ai pas donné la satisfaction de me voir craquer. Je leur ai refusé mes larmes. J'ai tourné les talons. Mes rangers ont marché directement dans le tas de nourriture ruiné dans le couloir, laissant des traces de graisse sur la moquette immaculée. Je suis parti. J'ai laissé le lâche. J'ai laissé le serpent venimeux que j'appelais ma sœur. Et j'ai laissé le dernier lambeau de mon innocence civile dans cette pièce. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un à qui vous avez confié votre vie, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Écrivez, survivant, dans les commentaires dès maintenant. Appuyez sur j'aime et assurez-vous de vous abonner, car parfois, partir sans un mot est l'arme la plus mortelle que vous ayez. J'ai atteint le garage souterrain, j'ai enfoncé la clé dans le contact et j'ai écrasé l'accélérateur. Les pneus ont crissé contre le béton. J'ai dépassé le péage et je me suis engagé sur l'autoroute déserte. L'obscurité de la nuit américaine a englouti ma voiture, m'enveloppant alors que je me dirigeais vers une guerre que je devais mener entièrement seul. Cette même nuit, j'ai rempli les papiers pour un transfert d'urgence. D'une côte à l'autre, j'ai demandé une affectation à Camp Pendleton, sur la côte ouest, mettant 5000 km de béton et de désert entre moi et les décombres de ma vie en Ohio. J'ai conduit tout le trajet dans une transe robotique et engourdissante. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas pleuré. J'ai survécu grâce au café noir,
amer et brûlé des relais routiers, et au bourdonnement hypnotique des pneus sur l'autoroute. Quand je suis arrivé en Californie, j'ai refusé le logement de base destiné à un officier supérieur. J'avais besoin de quelque chose de pas cher, de très pas cher. J'ai loué un appartement délabré au rez-de-chaussée d'un complexe douteux, juste à côté de la zone industrielle d'Oceanside. Les cloisons étaient fines comme du papier. La moquette était tachée. L'endroit tout entier empestait la fumée de cigarettes rances et l'eau de javel des anciens locataires. Le confort ne m'importait pas. Seul l'argent comptait. Le cancer du pancréas de mon père s'était considérablement aggravé. Le système de santé américain ne se soucie pas du deuil. Il ne se soucie que des codes de facturation, des franchises, des frais de spécialistes hors réseau. Les chiffres étaient terrifiants. Je savais pertinemment que Vanessa et Darren ne sortiraient pas un seul centime de leur poche pour maintenir notre père en vie. Alors, j'ai fait ce que fait un soldat. J'ai porté le fardeau. Le premier de chaque mois, je prenais 80% de mon salaire de commandant. Je prenais chaque centime de ma prime de risque, que j'avais économisé en me faisant tirer dessus dans le désert. Je virais tout directement sur un compte familial commun, destiné aux frais médicaux de mon père. J'ai vidé mon propre compte en banque pour lui acheter du temps. Pendant 6 mois exténuants, mes rations quotidiennes consistaient en paquets de nouilles ramen au poulet à 25 centimes, achetés en gros au magasin discount du coin. Je ne pouvais pas me permettre une table à manger. Je n'avais même pas de chaise. Chaque soir, je m'asseyais en tailleur sur le sol en linoléum glacial et fissuré de ma cuisine. Je fixais la peinture écaillée des placards en avalant un bouillon salé et industriel. À la base, je fonctionnais comme une machine sans âme. Je mettais en place une logistique massive pour la chaîne d'approvisionnement du Pacifique avec une précision brutale et sans faille. Je donnais des ordres. J'exigeais la perfection de mes marines. Mais à la seconde où je déverrouillais la porte de cet appartement minable, le moteur calait. Je m'effondrais. Le silence de cette pièce vide était assourdissant. Et dans ce silence, les paroles venimeuses de Vanessa, cette nuit-là au bureau, ont commencé à ronger mon armure comme de l'acide de batterie. Carly est sèche comme du papier de verre. Elle ne fait que se déguiser en homme pour cacher à quel point elle est pathétique. La manipulation psychologique est un poison lent et silencieux. Elle ne vous frappe pas d'un coup. Elle s'infiltre dans votre cerveau quand vous êtes épuisé. Avait-elle raison? N'étais-je qu'une pièce de matériel militaire, rigide et incapable d'être aimé? Je pouvais résister à l'onde de choc d'un obus de mortier, mais la cruauté vicieuse et égoïste de ma propre famille était en train de me briser la colonne vertébrale. Je me noyais à l'intérieur de ma propre forteresse. Je m'affamais pour les maintenir à flot, et ils me traitaient comme un dommage collatéral. Puis est venue la nuit qui a failli me briser pour de bon. J'étais assise par terre, picorant une tasse de nouilles en polystyrène. L'appartement était plongé dans le noir, à l'exception de la lumière bleue, crue et froide, qui émanait de l'écran de mon téléphone. J'ai ouvert Instagram. Une publication de Vanessa est apparue en haut de mon fil. La luminosité de la photo m'a fait l'effet d'une gifle. C'était une photo d'elle et de Darren. Ils se prélassaient dans un complexe hôtelier 5 étoiles tout compris à Cabo San Lucas. L'eau derrière eux était d'un turquoise brillant et cristallin. Vanessa tenait un cocktail tropical dans un ananas évidé. Sa main gauche était stratégiquement orientée vers l'objectif pour montrer une nouvelle bague en diamant, énorme et aveuglante. La légende disait, « J'ai enfin trouvé mon âme sœur. Je vis ma meilleure vie. » Béni paradis. Mon estomac s'est violemment contracté. Les nouilles bon marché ont soudain eu un goût de cendre dans ma bouche. J'ai baissé les yeux sur la tasse de soupe à 25 centimes sur mes genoux. J'ai regardé les murs sombres et glaciales de mon appartement vide. C'est moi qui vivais selon un code d'honneur. C'est moi qui sacrifiais mes moyens de subsistance, ma jeunesse et ma santé mentale pour maintenir notre père en vie. Et la traîtresse qui m'avait poignardé dans le dos sirotait du rhum importé dans un paradis mexicain. Où avait-il trouvé l'argent pour des vacances de luxe alors que notre père se mourait dans un lit d'hôpital? Le cabinet d'architecture de Darren était en difficulté. Vanessa travaillait à peine à temps partiel dans un magasin. La réponse m'a frappé comme un coup de masse dans les côtes, le compte médical commun, l'argent que je virais chaque mois. Ils n'ignoraient pas seulement les factures, ils piochaient dedans. Ils utilisaient ma prime de risque pour financer leur style de vie tape à accent grave-l'œil et factice. L'injustice était si lourde qu'elle m'a coupé le souffle. J'ai jeté la tasse de nouilles à travers la pièce.
Elle a rebondi contre le mur, éclaboussant partout un bouillon gras. J'ai glissé le long du mur jusqu'au sol, ramenant mes genoux contre ma poitrine. Vanessa avait raison. J'étais un échec pathétique. Je n'étais ni une fille, ni une sœur. J'étais juste un distributeur de billets, un outil jetable qu'il pouvait saigner à blanc. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, je suis sorti sur le parking de la base. Le brouillard du Pacifique était épais et une pluie glaciale tombait à verse. Mes yeux étaient injectés de sang. Ma tête était complètement vide. J'avais mes papiers de fin de service actif pliés dans ma poche. C'en était fini. J'allais rendre mon fusil, démissionner de ma commission, et laisser les ténèbres l'emporter. J'ai tendu la main, saisissant la poignée métallique froide de la portière de ma voiture. Slam. Une main massive et calleuse s'est abattue à plat sur le capot de ma voiture, faisant vibrer le métal. J'ai tressailli, reculant. Debout sous la pluie battante, ignorant l'eau qui trempait son uniforme de treillis, se tenait le sergent-major d'artillerie Ruth, une légende de la base. Elle s'est approchée, se penchant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de mon pare-brise. Elle m'a regardé droit dans les yeux, d'un regard aussi vif et impitoyable qu'un rasoir. Slam. Le bruit a fait vibrer mes dents. Debout sous la pluie glaciale du Pacifique, ignorant l'eau qui trempait son uniforme, se tenait le sergent-major d'artillerie Ruth. Elle avait la cinquantaine, dure comme un clou de cercueil. Une épaisse cicatrice déchiquetée remontait le long du côté gauche de son cou, un souvenir brutal de la guerre du Golfe. Elle n'a pas attendu que je baisse la vitre. Elle a saisi la poignée et a ouvert en grand la portière de ma voiture. « Vous avez la tête d'une victime, commandant » a grogné Ruth. La pluie dégoulinait de son menton, mais ses yeux étaient rivés sur les miens. Je ne reçois pas d'ordre d'un officier qui se laisse vaincre par son propre passé. « Sortez !» J'ai cligné des yeux, mon cerveau embrumé et lent. « Sergent-major, j'allais juste. »« Sortez de cette foutue voiture, Spears » a-t-elle dit. Elle s'est penchée, a attrapé l'épaule de ma veste et m'a traîné dehors sous l'averse. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle ne m'a pas offert une épaule pour pleurer. Elle m'a poussé sur le siège passager de son Ford F-150 couvert de boue et a passé la première. Elle nous a conduites directement hors de la base, dans un bar de quartier sombre et sans fenêtre, fréquenté par les vétérans plus âgés. L'endroit sentait l'eau de Javel, la bière pression éventée et 30 ans de mauvaises décisions. Ruth a tiré un tabouret pour moi. Elle a jeté un billet de 20 € sur le comptoir en bois collant. 2 whisky. Sec, a-t-elle dit au barman. Il a fait glisser 2 verres épais de whisky brun bon marché sur le bois. Ruth en a poussé un dans ma main. Buvez, a-t-elle ordonné. Je l'ai avalé d'un trait. L'alcool bon marché m'a brûlé la gorge comme de l'acide de batterie, dissipant le brouillard de ma tête. Ruth a tapoté son verre vide avec un doigt épais et calleux. Je suis au courant pour le transfert. Je sais pour les papiers dans votre poche. Je sais que vous vous affamez pour payer les factures de gens qui ne vous cracheraient pas dessus si vous étiez en feu. J'ai baissé les yeux sur le bois rayé. Vous ne comprenez pas. C'est ma famille. Si je ne le fais pas, qui le fera? Ruth a eu un rire court et sec. Famille? Votre famille a activement choisi d'agir comme l'ennemi, alors pourquoi diable les traitez-vous comme des alliés? La question m'a frappé en pleine poitrine. Une balle de sniper dans les côtes. Ruth s'est penchée. Je pouvais sentir l'odeur âcre du whisky sur son haleine. Être douce n'est pas la seule façon d'être une femme, Carly, dit-elle, sa voix baissant d'un ton, tranchant le bruit du jukebox dans le coin. Et ta discipline, ce n'est pas de la sécheresse. Ce n'est pas pathétique. La loyauté, la capacité à porter un lourd fardeau, la force de protéger les gens qui t'entourent. Ça, c'est la dignité. Vous êtes une munition perforante. Commandant. Ne laissez jamais une bande de lâches civils sans substance vous dire ce que vous valez. Elle s'est levée, a jeté 5 € de plus sur le bar pour le pourboire, et est sortie. Elle m'a laissé là, assise dans le noir, mais elle ne m'a pas laissé vide. Elle venait de me rendre les clés de mon propre esprit. Cette nuit-là, le mur de victimisation en moi s'est effondré. Le lendemain matin, à 4h30, j'ai lacé mes chaussures de course. J'ai pris la Pacific Coast Highway. J'ai couru. J'ai couru jusqu'à ce que les muscles de mes mollets brûlent comme du feu.
J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons crient pour de l'oxygène. J'ai couru jusqu'à ce que les ampoules à l'arrière de mes talons éclatent et saignent à travers mes chaussettes. La douleur physique lave les fantômes mentaux. À chaque pas lourd sur l'asphalte, j'ai brûlé Vanessa hors de mon système. J'ai brûlé Darren. J'étais un marine des États-Unis. Mon serment était de ne jamais me rendre. Pourquoi est-ce que je rendais mon esprit à des ennemis domestiques? Je me suis arrêté sur une falaise surplombant l'océan. Le soleil se levait, vif et aveuglant. La bête était enfin réveillée. Plus tard cette semaine-là, je me suis rendu dans un grand magasin de luxe. Je suis passé directement devant les comptoirs de cosmétiques vendant les brillants à lèvres rose pâle que Vanessa adorait. Le genre de maquillage destiné à paraître mignon et fragile. Je me suis arrêté à un comptoir et j'ai choisi un rouge à lèvres mat et lourd. La couleur était un bordeaux profond et sombre. C'était la couleur exacte du sang séché sur un pansement de campagne. Je l'ai acheté. Je me suis tenu devant le miroir des toilettes du magasin et je l'ai appliqué sur mes lèvres. Ce n'était pas du maquillage. Ce n'était pas destiné à attirer un homme ou à être joli pour une photo. C'était de la peinture de guerre. C'était la couleur de la survie. Je me suis regardé droit dans les yeux dans le miroir. Les larmes, c'était fini. Mon silence n'allait plus être de la soumission. Mon silence était maintenant la profonde inspiration avant d'appuyer sur la gâchette. J'ai retiré ma demande de transfert. J'ai jeté les papiers de fin de service dans une déchiqueteuse. Je suis retourné au travail avec une efficacité froide et terrifiante. Sans le poids mort psychologique qui me retenait, mes performances ont grimpé en flèche. J'ai arrêté de me cacher en arrière-plan. J'ai pris les commandes. J'ai conçu des réseaux logistiques si solides qu'ils ont attiré l'attention des gradés à l'Est. 6 mois plus tard, je suis sorti d'un ascenseur à Arlington, en Virginie. Le Pentagone. Mes chaussures d'uniforme poli claquaient à un rythme mortellement régulier sur les sols en marbre immaculé de l'Anoë. Je n'étais plus une victime se cachant dans un appartement bon marché. J'étais la négociatrice logistique principale pour un énorme contrat de défense du Pacifique. J'ai ajusté la pile de dossiers classifiés sous mon bras. J'ai tendu la main et j'ai poussé les lourdes portes doubles de la salle de briefing. Et dans cette pièce, qui sentait le café noir et un pouvoir brut et silencieux, j'ai trouvé le système de défense ultime que je n'aurais jamais cru chercher. J'ai poussé les lourdes portes en bois de la salle de briefing du Pentagone. Assis au bout de la longue table en acajou se trouvait Marcus Hamilton, PDG d'Apex Défense, le plus grand entrepreneur en logistique de la côte Est. Darren avait toujours eu besoin de logos de créateurs géants placardés sur sa poitrine pour cacher à quel point il était vide à l'intérieur. Marcus était l'exact opposé. Il était la définition absolue du luxe discret. Il portait un costume anthracite sur mesure qui absorbait la lumière fluorescente plutôt que de la refléter. Pas de montre en or tape à accent grave-l'œil, pas d'arrogance dans sa posture, juste une autorité profonde et terrifiante de calme. Je me suis tenu au pupitre et j'ai présenté mon exposé sur les vulnérabilités tactiques des lignes d'approvisionnement du Pacifique. J'ai parlé pendant 45 minutes d'affilée. Pas une seule fois Marcus n'a touché son téléphone. Pas une seule fois son regard n'a dérivé vers ma poitrine ou mes jambes, comme le faisaient habituellement les sous-traitants civils. Il est resté parfaitement immobile, prenant des notes délibérées avec un vieux stylo plume en argent. Quand j'ai terminé, la pièce était silencieuse. Marcus a revissé le capuchon de son stylo. Il m'a regardé droit dans les yeux. Commandant Spears. Sa voix était un baryton bas et résonnant qui portait facilement à travers la grande pièce. C'est l'analyse structurelle la plus impitoyable et la plus solide que j'ai entendue en 10 ans. Vous venez de faire économiser 4 millions d'euros à ma société. Il n'a pas flirté avec moi pour flatter son propre ego. Il ne m'a pas parlé avec condescendance. Il a honoré mon cerveau. Il a honoré la soldate qui se tenait devant lui. Quelques semaines plus tard, il ne m'a pas emmené dans un restaurant 5 étoiles bruyant avec des lustres en cristal pour m'exhiber comme un nouvel ornement de capot. Il m'a emmené dans un steakhouse miteux d'Alexandria qui avait de la sueur sur le sol et le meilleur faux filet de la côte. Quand nous sommes sortis dans l'air froid de la nuit, il n'a pas appuyé sur une télécommande à 15 mètres de distance pour faire biper une voiture de sport. Il m'a conduite jusqu'à un lourd SUV Volvo noir. Il m'a ouvert lui-même la lourde portière passager. J'ai haussé un sourcil en voyant la voiture. Pas exactement le véhicule typique d'un PDG. Marcus a souri, refermant ma portière avec un bruit sourd, comme un coffre-fort.
Il est monté côté conducteur et a démarré le moteur. C'est le véhicule lourd le plus sûr du marché, a-t-il dit en s'engageant dans la circulation. Je n'ai pas besoin de conduire vite pour impressionner des gens dont je me fiche. J'ai juste besoin d'être absolument certain que les personnes à l'intérieur de cette voiture rentrent chez elles en un seul morceau. C'est à ce moment précis que j'ai su. Darren était une tente de camping bon marché et qui fuyait, essayant de ressembler à un manoir. Marcus était un bunker en béton. Il a remarqué la cicatrice déchiquetée et délavée sous ma mâchoire un soir, alors que nous étions assis sur son porche. Darren l'appelait un défaut. Darren me suggérait de mettre plus de maquillage pour la cacher, afin que j'aie l'air un peu plus féminine. Marcus a tendu la main. Il a tracé le tissu rugueux et surélevé avec son pouce. Une marque de courage, a-t-il dit doucement, ses yeux ne quittant jamais les miens. Ne la couvre jamais. 2 ans plus tard, un feu crépitait dans l'immense cheminée en pierre de notre salon. Marcus s'est agenouillé sur le parquet. Il n'a pas sorti un diamant tape à accent grave-l'œil et sans défaut, acheté avec une carte de crédit au maximum pour impressionner les voisins. Il a ouvert une petite boîte en velours. À l'intérieur reposait un saphir du Cachemire d'un bleu océan profond, serti dans du platine lourd. Il n'éblouissait pas d'une fausse lumière. Il vous attirait. Il était permanent. À l'intérieur de l'anneau en platine, il avait demandé au joaillier de graver 2 mots. Semper Fideli, toujours fidèle, la devise du corps des marines. Carly, a-t-il dit, sa voix aussi stable que le roc. J'aime la femme qui se tient devant moi et je vénère la soldate en toi. Je veux être l'arrière-garde qui tient la ligne pour que tu puisses toujours faire face. Darren avait fait 100 promesses en l'air et les avait toutes anéanties par sa lâcheté. Marcus a gravé sa loyauté de manière permanente dans du métal solide avant même de poser la question. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. J'avais enfin trouvé mon équipe pour le reste de ma vie. Une zone d'atterrissage sans aucun risque de trahison. Mon périmètre de défense était entièrement établi. J'étais en sécurité. Mais la vie est vicieuse. Elle sait exactement quand vous ramenez dans la boue. Elle attend la seconde où vous baissez votre garde, puis elle frappe. La lumière chaude et crépitante de la cheminée a soudainement disparu. La chaleur de la pièce a été aspirée dans un vide, remplacée par le froid humide et glacial du ciel de l'Ohio. Cling, cling, cling. Le son aigu et agaçant d'une cuillère en métal heurtant le côté d'un verre de vin bon marché m'a percé les tympans. Il m'a arraché à mes souvenirs, me projetant violemment dans le présent. La fumée s'est dissipée de mes yeux. Je n'étais plus dans ma maison sûre. J'étais debout dans le salon exigu et étouffant de ma maison d'enfance. C'était 2 heures après que nous ayons descendu mon père dans la terre gelée. La pièce était bondée des mêmes parents qui venaient de se moquer de moi au cimetière. Et debout au centre de la pièce, levant un verre de vin rouge avec un sourire triomphant et arrogant plaqué sur son visage, se tenait Darren. Cling, cling, cling. L'enterrement était terminé. Nous étions de retour dans la vieille maison de style colonial de mes parents, dans la banlieue, pour la réception, le rassemblement traditionnel post-funéraire où tout le monde mange des sandwichs au jambon sec et fait semblant d'être triste. Vanessa avait déjà transformé le salon en sa propre scène personnelle. Elle faisait les 100 pas avec un verre de merlot bon marché bien rempli, donnant des ordres. Carly, va chercher plus de glace dans le garage, a-t-elle lancé, sans même me regarder. Et honnêtement, enlève ce costume. Tout ce truc militaire met les invités mal à l'aise. C'est un enterrement, pas une fête d'Halloween. J'ai lentement grincé des dents. Costume. L'uniforme de cérémonie que je portais pour saluer les cercueils de frères et sœurs d'armes tombés au combat, réduit à une blague de mauvais goût par une femme qui avait maximisé 3 cartes de crédit juste pour acheter sa robe. Au centre de la pièce, Darren tapait son stylo contre son verre de vin. Le son fort et agaçant a attiré l'attention du troupeau. Si je pouvais avoir votre attention un moment, a annoncé Darren. Il a ajusté sa veste de costume, bombant le torse. Il a pris son meilleur visage de politicien, profondément solennel. Je veux juste que tout le monde sache que Vanessa et moi n'avons absolument rien épargné pour les soins de son père. Nous nous sommes assurés qu'il avait les meilleurs médecins, la meilleure chambre privée au centre de soins palliatifs. Nous avons tout couvert. La famille, c'est tout pour nous. Et nous étions heureux de payer la note. Une vague de fureur pure et glaciale m'a parcouru la colonne vertébrale. Il a payé la note.
Les relevés bancaires bruts et vérifiés étaient gravés au dos de mes paupières. Je savais exactement d'où venait chaque euro. J'ai envoyé 80% de mon salaire et chaque centime de ma prime de risque à cette maison. Darren et Vanessa n'ont pas contribué un seul centime à ces soins médicaux. La seule chose qu'ils aient jamais achetée pour la chambre d'hôpital était 2 pathétiques paniers de fruits hors de prix d'une épicerie locale. Et maintenant, debout juste devant la famille endeuillée, ce parasite s'attribuait le mérite. Il construisait un monument à sa propre fausse générosité en utilisant les briques de ma pauvreté. Il utilisait mon sacrifice pour réseauter et bien paraître devant l'oncle Bob et le reste du quartier. Les parents ont commencé à applaudir. Un applaudissement silencieux et respectueux pour le héros. L'oncle Bob a levé son gobelet en plastique de bière bon marché, hochant lourdement la tête en direction de Darren. « Tu es un homme bon, Darren, une vraie bénédiction pour cette famille. » Il m'a jeté un regard déçu de côté. Quant à Carly, eh bien, dommage qu'elle n'ait jamais compris comment contribuer. Quel gâchis d'éducation. Vanessa a passé son bras sous celui de Darren. Elle a glissé jusqu'à l'endroit où je me tenais, près de l'îlot de cuisine. Un sourire vicieux et venimeux plaqué sur son visage. Darren et moi parlions, a dit Vanessa, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude, assez fort pour que toute la pièce l'entende. Tu devrais vraiment quitter l'armée, Carly. Darren est prêt à t'embaucher dans son cabinet. Assistante administrative. Tu pourras classer des papiers, aller chercher le café pour les vrais cadres. Il te paiera le double de ce que le gouvernement te donne. C'est un travail honnête. Bien mieux adapté à une femme vieillissante et célibataire que de se rouler dans la boue avec une bande de troufions. Quelques personnes dans la foule ont même ri. Le dernier fil s'est rompu. Ils ne m'ont pas seulement insulté. Ils manquaient activement de respect au drapeau sur mon épaule. Ils essayaient d'humilier un commandant des marines, une femme qui gérait des réseaux logistiques de plusieurs milliards d'euros pour le département de la Défense, en lui offrant publiquement de la rétrograder au rang de serveuse de café. Ils avaient besoin de me forcer dans le rôle de la servante pathétique juste pour satisfaire leurs propres égos malades et tordus. La colère s'est évaporée. Mon esprit est devenu complètement, terrifiante, silencieux. Mode combat activé. J'ai pris le seau à glace en plastique que je tenais et je l'ai posé sur le comptoir en granit. Boum. Le bruit sourd et lourd a instantanément tué les rires nerveux dans la pièce. J'ai gardé les yeux rivés sur Darren. J'ai tendu ma main gauche. J'ai mordu le bout de mon gant de cérémonie blanc et je l'ai lentement retiré. J'ai fait de même avec le droit. J'ai plié les gants en coton immaculé en un carré parfait et je les ai soigneusement glissés dans ma ceinture. J'étais officiellement hors service. J'apprécie l'offre, Darren, ai-je dit. Ma voix était complètement plate. Je l'ai projetée depuis le diaphragme, la même voix de commandement que j'utilisais pour contrôler un bataillon sur un terrain de parade. Elle a résonné contre les murs du salon. Mais je dois refuser. Darren a levé les yeux au ciel, prenant une gorgée de son vin. Ne laisse pas ta fierté t'aveugler, Carly. C'est une offre de charité. Accepte-la. Je refuse, ai-je dit, soulignant chaque syllabe avec une précision tranchante, parce que mon mari serait extrêmement mécontent que je quitte le corps des marines pour aller travailler pour une entreprise qui est actuellement en train de déposer le bilan. Le salon tout entier est tombé dans un silence de mort. On pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Le visage de Darren s'est immédiatement vidé de toute couleur. Le rouge arrogant et empourpré du vin a disparu, remplacé par une teinte grisâtre, maladive et terrifiante. Si un membre toxique de votre famille a déjà essayé de vous humilier en public, pour que cela se retourne contre lui, écrivez le mot « karma » dans les commentaires dès maintenant. Appuyez sur j'aime et abonnez-vous pour voir exactement comment ce château de cartes s'effondre. Sans rompre le contact visuel avec lui, j'ai sorti mon téléphone de la poche de mon pantalon d'uniforme, j'ai ouvert mes messages et j'ai appuyé sur renvoyer pour un seul mot préécrit, adressé au contact intitulé « Surveillance ». Exécute. 2 secondes plus tard, le son aigu et perçant de la sonnette d'entrée a retenti dans la maison. La frappe aérienne était arrivée. La porte d'entrée de la maison coloniale s'est ouverte. Marcus Hamilton a franchi le seuil. La pression physique qu'il a apportée dans la maison a instantanément aspiré l'oxygène du salon. Il ne ressemblait pas à un homme arrivant en retard à une réception funéraire. Il ressemblait à un général 4 étoiles inspectant un territoire nouvellement conquis. Son costume anthracite n'avait pas un seul pli.
Sa posture était terrifiante de calme. Le faible bourdonnement des commérages et de la fausse sympathie s'est complètement éteint. Marcus n'a pas prêté attention à la foule. Il n'a pas regardé les assiettes en plastique bon marché de nourriture traiteur ni les gens qui les tenaient. Il a fendu le troupeau de parents comme Moïse fendant la mer, marchant en ligne droite et délibéré directement vers moi. Dans sa main droite, il tenait un simple bouquet de tulipes blanches. Mes excuses pour le retard, commandant. Sa voix de baryton a roulé dans la pièce silencieuse, vibrant contre les murs. Il m'a tendu les fleurs. La météo a rendu l'autorisation pour la piste privée un peu difficile cet après-midi. Piste privée. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme une grenade dégoupillée. On pouvait physiquement voir les rouages s'arrêter dans la tête de mes parents. Vanessa était figée. Ses yeux n'étaient pas sur les fleurs. Ils étaient rivés sur le poignet gauche de Marcus. Quand il a tendu la main, la manchette de sa veste de costume s'est retirée d'une fraction de pouce. Une Patek Philippe Nautilus en acier brossé a capté la faible lumière du salon. Elle n'avait pas un seul diamant. Elle n'en avait pas besoin. Quiconque s'y connaissait en vrai argent savait que ce morceau d'acier à son poignet valait plus que toute la maison dans laquelle nous nous trouvions. Le cerveau de Vanessa a finalement traité l'écart de classe massif et infranchissable. Bruit de verre brisé. Le verre de Merlot bon marché a glissé des doigts de Vanessa. Il a heurté le parquet et a explosé. Du vin rouge foncé a éclaboussé le tapis beige, ressemblant exactement à du sang frais. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle a juste regardé, fixement. À quelques mètres de là, Darren a même reculé physiquement. Ses deux genoux ont commencé à trembler. Le masque suffisant et arrogant de politicien qu'il portait il y a 3 minutes s'est complètement effacé de son visage. Une sueur lourde et nauséabonde a perlé sur son front. Il a fixé Marcus, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson mourant. Monsieur Hamilton. La voix de Darren était fine comme du papier. Elle s'est brisée en deux. PDG Hamilton d'Apex Défense. Marcus a lentement tourné la tête. Il a regardé Darren. Ce n'était pas un regard de colère. C'était le regard absolument vide d'un homme fixant un cafard juste avant que sa botte ne s'abatte. Mitchell, a dit Marcus. Il n'y avait aucune chaleur dans son ton. Juste de la glace. Je suis surpris de vous voir ici. Darren a forcé un sourire maladif et terrifié. Eh bien, oui, monsieur. Urgence familiale, vous savez. Nous venons d'enterrer mon beau-père. Vraiment, Marcus a légèrement incliné la tête. J'aurais pensé que vous seriez enfermé dans votre bureau aujourd'hui, essayant frénétiquement d'expliquer un déficit de fraude fiscale de 2 millions d'euros à l'IRS. Plusieurs parents dans la pièce ont halté. L'oncle Bob, qui encourageait agressivement Darren quelques instants auparavant, a tranquillement posé son gobelet de bière en plastique sur la table d'appoint. Il a reculé de 2 pas, pressant sa colonne vertébrale à plat contre le mur du salon. Les rats abandonnaient déjà le navire en perdition. Darren est devenu couleur de craie humide. Il a levé les mains, bégayant de manière incontrôlable. C'est un malentendu, monsieur. Une simple erreur administrative. Nous sommes justes. Nous sommes en pleine restructuration d'entreprise en ce moment. Tout va bien. Le cabinet est solide. Même maintenant, dos au mur, saignant à mort devant toute la famille, Darren s'accrochait désespérément au faux récit de l'homme d'affaires prospère. Il préférait mourir plutôt que d'admettre qu'il était fauché. Marcus s'est avancé. Il a placé un bras lourd et protecteur autour de ma taille, me serrant contre lui. C'était une revendication de territoire absolue et incontestable. Un bunker en titane. Il a regardé directement Vanessa, dont la mâchoire touchait presque le sol. Je ne suis pas un acteur engagé pour jouer un rôle, Vanessa, a dit Marcus, sa voix baissant d'une octave, portant le poids d'un bourreau. Je suis l'homme qui vient de racheter l'intégralité du contrat logistique du Pentagone pour le Pacifique que votre fiancé essayait d'obtenir par corruption. Je suis l'homme qui a lancé l'audit qui vient de liquider son cabinet. Il a fait une pause, laissant la destruction s'installer dans la pièce avant de porter le coup de grâce. Et plus important encore, je suis le mari de Carly. Nous sommes légalement mariés depuis 2 ans. Les jambes de Vanessa ont complètement lâché. Elle s'est effondrée sur l'une des chaises de la salle à manger, ses mains agrippant le bois si fort que ses jointures sont devenues blanches. Le faux empire superficiel qu'ils avaient construit sur mon sang et ma sueur brûlait sous leurs yeux.
L'illusion de la richesse était morte. Mais alors que la pièce tournait dans un silence absolu, je savais que Marcus n'avait pas fini. L'IRS n'était que le barrage d'ouverture pour affaiblir la cible. Il n'avait même pas encore largué la vraie bombe. Marcus a eu un rire court et creux. Le son était totalement dépourvu d'humour. C'était le son lourd et calculé qu'un prédateur fait juste avant de briser le cou de sa proie. Restructuration, a répété Marcus, goûtant le mot comme si c'était de la terre dans sa bouche. Vous avez contracté une deuxième hypothèque sur la maison de votre beau-père mourant avec un taux d'intérêt prédateur. Vous avez vidé les dernières gouttes de valeur de cette propriété juste pour pouvoir louer une voiture de luxe allemande et acheter de faux bijoux pour impressionner une salle pleine de gens qui n'ont même aucune importance. Ce n'est pas une restructuration. Mitchell. Vous n'êtes pas seulement en faillite. D'ici demain matin, vous serez complètement sans abri. L'information m'a frappé comme un coup physique à la poitrine. Une décharge de fusil de chasse dans les côtes. Une deuxième hypothèque. Mon cerveau a court-circuité. J'ai regardé autour de moi. J'ai regardé le papier peint floral délavé que ma mère avait choisi il y a 30 ans. J'ai regardé les lames de chêne éraflées où mon père avait l'habitude de faire les 100 pas quand il était inquiet. Pendant que j'étais assise sur un sol en linoléum glacial en Californie, survivant avec des nouilles à 25 centimes et virant chaque centime de ma prime de risque pour payer les factures, ils avaient secrètement hypothéqué l'acte de propriété de cette maison. Ils avaient cannibalisé toute une vie de dur labeur de mes parents juste pour financer un style de vie en plastique et factice. La méchanceté absolue de cet acte était paralysante. Ils n'ont pas seulement volé mon argent. Ils ont volé les fondations physiques de l'histoire de notre famille. Vanessa a poussé un cri guttural et horrible. Ça ne semblait pas humain. Ça ressemblait à un animal pris dans les dents d'acier d'un piège à ours. Elle s'est jetée sur Darren, ses mains manucurées agrippant les revers de son gilet sur mesure. Tu m'as menti, a-t-elle hurlé, de la salive volant de ses lèvres. Elle l'a secoué violemment, ses talons glissant sur le tapis. Tu m'as dit que le cabinet décrochait des contrats énormes. Tu m'as dit qu'on était riche. Tu m'as dit qu'on allait acheter une maison dans les collines. Darren n'a pas riposté. Il n'a pas saisi ses poignets ni ne lui a dit de se calmer. Il est resté là, les bras ballants, comme des appendices inutiles. La sueur coulait sur son visage, trempant maintenant le col blanc et rigide de sa chemise. Ses yeux étaient complètement vides. C'était un mort-vivant. Vanessa s'est retournée vivement vers Marcus. Son maquillage parfaitement appliqué était ruiné, strié d'épais traits de mascara noir coulant sur ses joues. Ses yeux étaient grands ouverts de panique pure et non filtrée. « Comment savez-vous ça » a-t-elle exigé, sa voix aiguë et brisée. « Comment pouvez-vous être au courant pour la maison ?» C'était censé être un prêt privé. Marcus a fait un pas en avant, affirmant son avantage physique. Il l'a regardé avec un dégoût absolu et suffocant. Parce que je possède la société de renseignement qui a mené une enquête approfondie sur lui avant que je ne liquide ses actifs, a dit Marcus, sa voix tombant dans un registre mortellement silencieux. Je connais chaque mouvement de mes ennemis avant même qu'ils n'y pensent. En fait, je devrais probablement vous remercier, Vanessa. Merci d'avoir volé ce tas d'ordures inutiles à ma femme il y a 3 ans. Vous avez sorti les poubelles pour moi. Vanessa a complètement perdu la tête. La fragile réalité qu'elle s'était construite s'est brisée en 1 million de morceaux déchiquetés. Elle a regardé frénétiquement sa main gauche, puis le saphir du Cachemire d'un bleu océan profond qui reposait tranquillement sur mon doigt. Elle a commencé à griffer son propre annulaire, tordant désespérément l'énorme pierre aveuglante jusqu'à ce qu'elle écorche sa peau. Elle l'a finalement arrachée, la brandissant comme une arme. On va juste vendre la bague. A-t-elle hurlé à Darren, sa voix résonnant douloureusement contre le plafond. Tu m'as dit que c'était un investissement de 50 000 €. On va l'emmener chez un bijoutier tout de suite. On la vendra et on paiera l'hypothèque. Marcus a même souri, un sourire lent, cruel et plein de pitié. C'est une moissanite synthétique, Vanessa, a dit Marcus doucement, enfonçant le dernier clou dans le cercueil. Il l'a achetée sur Amazon pour 300 €. N'essayez pas de la comparer à la bague de ma femme. Vous avez perdu cette guerre il y a bien longtemps. Un gémissement aigu et maniaque s'est échappé de la gorge de Vanessa. Elle s'est penchée en arrière et a jeté la fausse bague directement au visage de Darren de toutes ses forces. Elle a rebondi durement sur son front. Smack. Le métal bon marché a heurté le parquet et a roulé pathétiquement sous le canapé poussiéreux du salon.
Je te déteste, a hurlé Vanessa, se jetant à nouveau sur lui. Ses ongles en acrylique se sont enfoncés dans son visage, traçant de profondes lignes rouges sur sa joue. Menteur. Tu as ruiné ma vie. Tu m'as tout pris. Darren est resté là, encaissant les coups. Il n'a même pas levé les mains pour se défendre. L'exécution psychologique était complète. Il n'avait plus rien à dire. Marcus s'est détourné de la scène pathétique. Il a balayé du regard la foule de parents. Ils étaient pressés contre les murs, complètement silencieux, serrant leurs assiettes en carton et leurs gobelets en plastique bon marché comme des enfants effrayés pris dans une fusillade. L'hypocrisie dans la pièce était assez épaisse pour vous étouffer. La réception est terminée, a ordonné Marcus. Ce n'était pas une demande polie. C'était un ordre militaire. Ma femme a besoin d'espace pour pleurer son père en paix. Vous tous, sortez de cette maison immédiatement. Cela a pris moins de 2 minutes. La pièce s'est vidée comme si quelqu'un venait de crier « au feu ». Le troupeau de vautours s'est presque piétiné pour sortir par la porte d'entrée. Les vautours se dispersent toujours quand ils sentent l'odeur de pourriture de la ruine financière. L'oncle Bob a baissé la tête, serrant sa veste qui sentait la naphtaline contre sa poitrine, et s'est précipité dehors sans me regarder une seule fois. Quelques minutes plus tôt, il louait Darren comme un héros. Maintenant, il fuyait comme un rat quittant un navire en perdition. La maison était soudainement vide. La lourde porte d'entrée en chêne s'est refermée, nous scellant à l'intérieur. Les seuls sons restants étaient la respiration lourde et saccadée de Darren et les sanglots pathétiques et haletants de ma sœur, recroquevillée sur le sol, serrant sa main gauche vide. Puis, tranchant le silence du salon dévasté, un téléphone portable a commencé à vibrer agressivement contre le plateau en verre de la table basse. Le téléphone de Darren. L'écran s'est allumé vivement dans la pièce sombre. Le nom de l'appelant était un numéro gratuit. Marcus s'est lentement approché de la table basse. Il a regardé l'écran lumineux, puis a regardé Darren, qui était paralysé par la peur. Sans demander la permission, Marcus a tendu un doigt et a appuyé sur le bouton vert, mettant l'appel sur haut-parleur. Marcus a appuyé sur le bouton vert du téléphone vibrant. Il a activé le haut-parleur. La voix qui a rempli le salon silencieux était féminine. Elle était complètement plate, robotique et dépourvue de toute empathie humaine. C'était le message préenregistré standard d'une entité bancaire se préparant à exécuter un massacre légal. Ceci est un message urgent pour Monsieur Darren Mitchell concernant la propriété située à cette adresse, a annoncé la voix automatisée, forte et claire. Ceci est votre dernier avis de défaut de paiement, car votre compte d'hypothèque secondaire est maintenant gravement en retard, dépassant les 90 jours. Avec un solde impayé de 14 700 €, la banque procède à une saisie immédiate. La machine a fait une pause d'une demi-seconde. C'était juste assez de temps pour que la réalité des mots s'infiltre jusqu'à la moelle de leurs os. Le shérif du comté arrivera pour sécuriser et verrouiller la propriété à 8 heures demain matin. Vous êtes légalement tenu de quitter les lieux et d'enlever tous vos effets personnels avant 7 heures. Bonne journée. Clic, l'appel s'est déconnecté, laissant une tonalité résonner dans la pièce. Le corps de Vanessa a simplement lâché. Elle s'est effondrée sur le parquet, atterrissant juste dans la flaque de merlot bon marché. Le vin rouge foncé a immédiatement imprégné sa robe noire coûteuse, ruinant le tissu. Mais elle n'a même pas remarqué. Elle est restée assise là, son maquillage ruiné maculant son visage, fixant le mur d'un air absent. Son cerveau traitait enfin le calcul. Elle avait rejeté sa seule sœur loyale, sa propre chair et son propre sang, juste pour s'accrocher à un radeau de sauvetage brillant. Et maintenant, elle réalisait que ce radeau était en plomb. Elle allait perdre la fausse bague en diamant. Elle allait perdre la voiture allemande en location. Et à 8 heures demain matin, elle allait être jetée à la rue, perdant le toit même au-dessus de sa tête. Darren ne s'est pas penché pour l'aider. Il n'a même pas regardé la femme pour qui il avait détruit sa vie. Au lieu de cela, l'homme d'affaires soi-disant prospère, l'homme qui venait de se tenir au centre de la pièce, exigeant le respect et m'offrant de m'embaucher comme serveuse de café, est tombé à genoux. Boum. Ses rotules ont heurté les lames de chêne avec un bruit lourd et douloureux. Il a rampé. Il s'est littéralement traîné sur le sol à 4 pattes, se débattant sur le tapis jusqu'à ce qu'il soit à mes pieds. L'odeur de sa sueur rance et de son vin aigre m'a frappé le nez. Il a tendu des mains tremblantes et désespérées et s'est agrippé au tissu sombre de mon pantalon d'uniforme. Carly. Carly,
S'il te plaît, a-t-il supplié, sa voix se brisant, épaisse de larmes pathétiques et laides. Il pleurait ouvertement comme un enfant terrifié. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais s'il te plaît, souviens-toi de comment c'était avant. Souviens-toi quand on s'aimait. Souviens-toi de tes parents. Ton père m'aimait bien. Il ne voudrait pas me voir à la rue. Une vague de dégoût pur et concentré est montée au fond de ma gorge. Ça avait le goût de l'acide de batterie. 15 minutes plus tôt, il se tenait devant le cercueil de mon père, s'attribuant le mérite des factures d'hôpital que j'avais payées en m'affamant. 15 minutes plus tôt, il essayait de m'humilier publiquement devant toute ma famille, me traitant d'échec pathétique et desséché. Et maintenant, acculé avec un pistolet financier sur la tempe, il essayait d'utiliser la mémoire de mon père décédé pour sauver sa propre peau. Il m'a regardé, des larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, Carly, parle à Marcus. Demande-lui juste de me donner un petit contrat. Juste assez pour sauver la maison. Je ferai n'importe quoi. Je laverai les sols de son siège social. Je ne veux pas être sans abri. S'il te plaît, sauve-moi. J'ai baissé les yeux sur le désordre pathétique et rampant qui saignait sur mes bottes. Je n'ai pas ressenti la moindre pitié. Je n'ai pas ressenti la colère que je pensais ressentir. Tout ce que je ressentais, c'était le détachement froid et stérile d'un chirurgien regardant une tumeur maligne qui devait être retirée et jetée. J'ai fait un pas en arrière, sec et délibéré. J'ai retiré ma jambe si brusquement que le tissu de mon pantalon s'est arraché de ses mains sales et moites. J'ai épousseté l'endroit où il avait touché l'uniforme. Ne prononce plus jamais le nom de mes parents, ai-je grogné, ma voix tombant dans un registre mortellement silencieux. J'ai fixé mes yeux sur les siens, transperçant son espoir désespéré et pathétique. Tu as utilisé l'argent que j'ai gagné au péril de ma vie pour financer ta fausse vie en plastique. Tu m'as poignardé dans le dos pendant que j'étais à l'étranger. Tu as fait tes choix, Darren. Tu te tenais dans cette pièce il y a 20 minutes en prétendant être un homme extrêmement prospère. J'ai fait une pause, laissant le silence l'écraser. Alors, agis comme tel. Tu as marché sur une mine que tu as toi-même posée. Maintenant, tu peux nettoyer le désordre toi-même. J'ai senti la main chaude et lourde de Marcus fermement pressée contre le centre de mon dos. C'était une encre. Allons-y, Carly, a dit doucement Marcus, sa voix calme et stable. L'air ici devient un peu trop toxique pour être respiré. J'ai hoché la tête une fois. J'ai tourné le dos aux décombres de ma maison d'enfance et je me suis dirigé droit vers la porte d'entrée. Je suis sorti sur le porche. Le vent glacial de l'Ohio a immédiatement fouetté mon visage, mordant mes joues. Mais je n'ai pas frissonné. Je ne ressentais absolument rien d'autre que l'oxygène pur et vif remplissant mes poumons. Dans l'armée, on vous le martèle pendant l'entraînement au combat, on ne s'arrête jamais pour regarder un ennemi mourant. On continue d'avancer. La soldate pathétique, rigide et incapable d'être aimée que Vanessa avait créée dans sa tête est morte définitivement à l'intérieur de ce salon. La femme qui descendait l'allée était entièrement maîtresse de son propre destin. Derrière moi, de l'intérieur de la maison, les bruits de la destruction totale ont commencé. Les cris hystériques et maniaques de Vanessa ont repris, immédiatement suivis par les hurlements désespérés et furieux de Darren. Ils se déchiraient mutuellement comme des chiens sauvages affamés se battant pour un morceau de viande pourrie. Je me suis dirigé vers le lourd SUV Volvo blindé noir. J'ai ouvert la portière passager, je suis monté à l'intérieur et je l'ai refermée. Slam. Le bruit sourd de la portière a complètement coupé les cris de la maison, enfermant la réalité toxique et misérable de ma lignée dans le passé pour toujours. Le jet privé a fendu le ciel nocturne, volant vers l'ouest, mettant des milliers de kilomètres de sol américain sombre entre moi et l'état de l'Ohio. À l'intérieur de la cabine, le bourdonnement bas et régulier des deux moteurs créait un cocon épais et isolé. C'était calme. C'était sûr. Mes Rangers reposaient sur la moquette moelleuse. La raideur dans mon cou, accumulée après des jours à me préparer à une attaque, a finalement commencé à se relâcher. J'étais assise dans les lourds sièges en cuir, regardant mes genoux. Dans mes mains reposait un carnet en cuir usé et craquelé, le journal de mon père. C'était le seul objet que j'avais pris de cette maison avant que Marcus et moi ne sortions et ne les laissions brûler. J'ai ouvert la lourde couverture. L'odeur de vieille poussière de papier et de menthe poivrée a instantanément rempli mon nez. J'ai tourné lentement jusqu'à la toute dernière page. L'encre bleue du stylo à billes était déchiquetée et pâle.
Sa main avait tremblé violemment à cause du cancer du pancréas quand il l'avait écrit, appuyant si fort que le stylo avait presque déchiré le papier, mais les mots étaient parfaitement clairs. Je sais que Carly porte tout le poids toute seule, commençait l'entrée. Ma fille est dure comme de l'acier forgé. Mais même l'acier sait ressentir la douleur quand on le frappe. Vanessa a choisi la surface brillante des choses. Carly a choisi l'honneur. Elle veut protéger le monde même quand le monde ne la protège pas en retour. Je ne pourrais pas être plus fier de ma soldate. Je prie Dieu qu'elle trouve un homme qui sache exactement ce qu'elle vaut. Parce que cette famille ne la mérite pas. Un hoquet violent et aigu s'est échappé de ma gorge. L'encre bleue sur la page est soudainement devenue floue. Une grosse larme chaude est tombée de mon menton et a heurté le papier sec et jauni. Il savait. Il avait toujours su. Mes sacrifices silencieux, les mois exténuants à manger des nouilles à 25 centimes sur un sol en linoléum glacial. La prime de risque que je virais depuis une zone de combat. Rien de tout cela n'était invisible. Il était trop malade et trop faible pour tenir tête à Vanessa et Darren, mais il voyait exactement ce qu'il faisait. Il me voyait, moi. Il a validé toute mon existence dans ses lignes d'encre maladroites. Marcus s'est penché. Il a détaché sa ceinture de sécurité et m'a serré fort contre sa poitrine. Il n'a pas dit un seul mot. Il n'a pas offert de platitude civile creuse et vide. Il a simplement enroulé ses bras lourds et chauds autour de mes épaules et m'a laissé craquer. Pour la première fois en 38 ans, je me suis autorisé à être complètement faible. J'ai enfoui mon visage dans sa veste de costume anthracite et j'ai pleuré. J'ai pleuré l'épuisement. J'ai pleuré la trahison brutale. J'ai pleuré le fardeau lourd et suffocant d'être la bête de somme de la famille. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes poumons brûlent et que mes yeux soient gonflés. Et à chaque larme qui a imbibé son costume, les fantômes de mon passé ont été définitivement effacés. 3 jours plus tard, j'étais de retour sur la côte ouest, assise à mon bureau en métal à l'intérieur de mon bureau de logistique à Camp Pendleton. Les lumières fluorescentes blanches et crues bourdonnaient au-dessus. De ma fenêtre, un peloton de marines chantait en cadence au loin. Mon téléphone portable a vibré contre le bureau en métal. L'écran s'est allumé. C'était un énorme mur de texte d'un numéro que je n'avais pas enregistré, mais je savais exactement qui c'était. Carly, s'il te plaît. Tu dois me sauver. Darren a pris la voiture de location et s'est enfui au milieu de la nuit. Le shérif est venu à 8 heures ce matin et a verrouillé les portes. La banque a pris la maison. Je suis assise sur le trottoir avec 2 valises. Il ne me reste absolument rien. Tu es riche maintenant. Vire-moi juste 10 000 € pour que je puisse trouver un appartement. S'il te plaît. On est sœurs. La famille doit aider la famille. J'ai lu les mots 2 fois. La famille doit aider la famille. C'était le plaidoyer désespéré et pathétique de la même femme qui a porté mon uniforme militaire pour se moquer de moi pendant qu'elle couchait avec mon fiancé. La femme qui a essayé de me rétrograder au rang de serveuse de café devant une salle pleine de parents. Je n'ai pas ressenti la moindre pitié. Je n'ai pas ressenti une pointe de colère. Je n'ai ressenti rien d'autre qu'une apathie absolue et glaciale. Je n'ai pas tapé un long paragraphe de colère expliquant pourquoi elle méritait ce sort. Je ne l'ai pas maudite ni prêché sur le karma. Un officier commandant ne négocie pas avec des terroristes domestiques. J'ai levé ma main droite. J'ai tapé sur la petite icône d'information en haut à droite de l'écran. J'ai fait défiler jusqu'en bas du menu. Les lettres brillaient en rouge vif. Bloquer ce contact. J'ai appuyé mon doigt contre le verre. L'écran est devenu noir. La communication était définitivement coupée. La tumeur toxique était enfin retirée de ma vie. Jetée dans la poubelle médicale où elle devait être. Le lendemain matin, je me tenais devant le grand miroir de ma chambre. Je boutonnais mon uniforme de service, me préparant pour un briefing de haut niveau au Pentagone. J'ai lissé le tissu vert olive impeccable, m'assurant qu'il n'y avait pas un seul pli. J'ai effleuré les rubans colorés épinglés directement sur mon cœur, représentant chaque campagne, chaque sacrifice et chaque fois que j'ai survécu à une embuscade. J'ai levé la main et j'ai tracé la cicatrice déchiquetée sous ma mâchoire. Darren l'appelait un vilain défaut. Marcus l'appelait une marque de courage. Je l'appelais une preuve certifiée de survie. J'ai pris le lourd tube de rouge à lèvres sur la coiffeuse. J'ai retiré le capuchon. La couleur était un bordeaux profond et sombre,
La teinte exacte du sang séché sur un champ de bataille. J'ai appliqué la couleur intense sur mes lèvres. Ce n'était pas destiné à être joli. Ce n'était pas destiné à chercher l'approbation de qui que ce soit dans le monde civil. C'était la peinture de guerre d'une femme qui avait traversé les feux de l'enfer et en était revenue, portant le flambeau. J'ai redressé les épaules. J'ai croisé mon propre regard dans le miroir. La guerre domestique était terminée. J'avais gagné. Ne laissez jamais des gens qui manquent de boussole morale regarder votre vie et essayer de déterminer votre prix. Si vous avez aimé cette histoire de karma brutal, s'il vous plaît, laissez un j'aime, un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne.